La première, 19h-20h, la semaine des 5 heures. Hugues Daillé, Rudy Léonet. Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle semaine des 5 heures. Bonsoir, très officiellement, mon cher Hugues. Bonsoir, très officiellement, mon cher Rudy. Et bonsoir à Vincent Van der Venet qui est aux commandes ce soir. Très officiellement également. Oui, évidemment. Très important. Ce garçon est très officiel. Alors, mon cher Hugues, pour ouvrir aujourd'hui, je vous propose football et musique. Ah, football et musique. Soyons surprenants. Ouais. Il faut toujours étonner dans le couple. Soyons surprenants. Football et musique, puisque c'est aujourd'hui qu'a été dévoilé officiellement, très officiellement, là aussi, l'hymne. Enfin, on l'a annoncé, on l'a pas entendu. L'hymne qui sera celui des Diables Rouges pour la Coupe du Monde au Qatar. Laissez-moi deviner, Hooverphonique ? Non. Presque, non. Eux, ils sont déjà occupés à expliquer aux passagers de Brussels Airlines comment boucler les ceintures. Mais ils sont polytalentueux. Comment enfiler le gilet en cas de problème et le masque à oxygène. Et Robert Kogwa est décédé, Oui, donc il ne peut plus chanter le Diable Rouge. Donc, un petit rétroacte, on se souvient... Bon, il est fini le temps des grands Jojo. Et des Robert Kogwa. Oui, on a eu Stromae. Les Diables Rouges vont en Espagne, ils vont se battre comme des lions. Absolument. Vous connaissez vos classiques. Ben, bien sûr. On a eu Dimitri Vegas et Mike Like, les deux DJ résidents de Tomorrowland. Et alors, en 2018, évidemment, souvenez-vous, on n'a rien eu du tout. Il n'y avait rien du tout parce qu'on n'y était plus, je ne sais pas. Damso avait été sollicité, Damso. Souvenez-vous, et puis la Fédération belge de foot a rétropédalé cette idée. Et On dit quelle sauce Damso. oui, et puis du coup, comme c'était très 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 embarrassant, ils ont préféré pas d'hymne du tout. Voilà. Et donc cette année, c'est Oscar and the Wolf qui s'y colle. Ah ouais. Il n'est pas vraiment connu pour avoir des chansons à boire, des chansons de taverne où on remet des tournées, mais enfin, voilà, c'est donc, ça s'appelle Warrior, et c'est donc l'hymne qui sera dévoilé officiellement vendredi. Et je pense qu'il le jouera à la mi-temps d'un match... je sais pas, c'est un match amical, je sais pas comment. Non, là, il faut quand même pas trop vous demander. Non, mais j'ai pris une petite note. Ouais. C'est un match de la Ligue des Nations. Ah oui. Pour moi, Ligue des Nations, c'est un truc Marvel. Donc, un match... Nation League. Entre le pays de Galles et la Belgique, à la mi-temps, il y aura Oscar and the Wolf avec son Warrior. Donc, il faut attendre vendredi pour découvrir cet hymne. Mais non, sauf dans la semaine des 5 heures, parce que les petits malins qui étaient au Pukkelpop Festival, où s'est produit Oscar and the Wolf, n'ont pas loupé une chanson avec laquelle il a terminé son concert, mais sans vraiment préciser de quoi il s'agissait. Il a juste dit que c'était une chanson de combattant, une chanson de résilience, voilà, une chanson qui lui tenait fort à cœur, et une chanson toute nouvelle qu'il avait envie d'interpréter pour la première fois. Donc uniquement celles qui étaient présentes au Pukkelpop ont pu entendre ce Warrior d'Oscar and the Wolf. Pour la version studio, ça sera vendredi, mais déjà en avant-goût, dans 5 heures, c'est tout de suite. They say that I'm a warrior, so what you say about me? Baby, I'm a champion, no matter what you say about me. Baby, I'm a soldier, so what you say about me? Baby, I'm a champion, no matter what you say about me. They say that I'm a warrior, so what you say about me? Baby, I'm a champion, no matter what you say about me. They say that I'm a warrior, so what you say about me? Baby, I'm a champion, no matter what you say about me. They say everybody will remember my name. I reach for the stars into the Hall of Fame. I only get high and I walk through fire. And if you give me one shot, I'ma take it. If you give me 2 more shots, I'ma make it. Destroy this, I'm gonna own this. So better catch me if you can. You better catch me if you can. And if I fall, I'm gonna rise. Like a phoenix, I'll fly. They say that I'm a warrior.
champion, no matter what you say about me. Said I'm a warrior, so what you say about me? Baby, I'm a champion, no matter what you say about me. They say everybody will remember my name. I reach for the stars into the Hall of Fame. My only desire, I walk through fire. And if you give me one shot, I'ma take it. If you give me two more shots, I'ma make it. Destroy this, I'm gonna own this. You better catch me if you can. You better catch me if you can. And if I fall, I'm gonna rise. Like a phoenix, I'll fly. They said I'm a warrior, so what you say about me? Baby, I'm a champion, no matter what you say about me. Said I'm a warrior, so what you say about me? Baby, I'm a champion, no matter what you say about me. Oscar and the Wolf au Pukkelpop qui présentait, mais sans le nommer. Ce sont des applaudissements du Pukkelpop. Absolument, absolument, c'est la version live. Je me demandais qui applaudit. Oui, non, c'est le public quand même nombreux du Pukkelpop. Et donc ce Warrior qui est l'hymne des Diables Rouges au Qatar. Je sais pas s'ils vont chanter ça dans le bus ou dans le char à voile. Je sais pas comment ils se déplacent, mais vous les imaginez en train de faire I'm a warrior. Non, je ne les imagine pas du tout. Voilà, mais donc c'est il y a eu une compétition, il y a eu un jury, il y a eu des enveloppes. Pas que je sache. En tout cas, il y a peut-être eu un dîner étoilé quelque part, mais pas un jury. Là où il y a eu un dîner étoilé, on imagine bien, c'est le jury présidé par Julianne Moore à la Mostra de Venise, qui a rendu son palmarès samedi soir. J'ai entendu que c'est un documentaire qui a ramassé. Laura Poitras, qui avait déjà fait un formidable film sur l'affaire Snowden. Ah oui, j'ai vu. En presque en temps réel, comme ça, dans la chambre d'hôtel. C'était très, très impressionnant. Je peux pas vous commenter le palmarès parce que, étant ici avec vous depuis le début de la rentrée, je n'ai forcément pas vu beaucoup de films. On parle d'endroits étoilés et immédiatement le lapsus, je ne peux pas vous commander. Ben si, commander. J'ai dit commander. Oui, je ne peux pas vous commenter ce palmarès. Simplement vous dire qu'on parlait beaucoup de Virginie Efira, qui est décidément dans tous les festivals et qui était en compétition avec Les Enfants des Autres, film qui sortira la semaine prochaine. Mais comme Efira fait concurrence à elle-même, cette semaine-ci sort un film qu'elle a défendu à Cannes, qui s'intitule Revoir Paris, et donc on aura deux films dramatiques, c'est important de le souligner, avec une tonalité dramatique, avec Virginie Efira en vedette. Et donc cette semaine-ci arrive Revoir Paris, avec une thématique encore assez peu abordée par le cinéma français. Ça va arriver, mais en tout cas c'est un des premiers films qui défriche la thématique et le traumatisme des attentats. Et ici, il est question on ne situe pas les agresseurs, on se met du côté des victimes et des traumatisés qui sont dans une brasserie à Paris et voilà que déboulent des terroristes, une fusillade, et on s'intéresse au cas de Mia, donc incarnée par Virginie Efira, une quadragénaire, qui fait partie des survivantes, mais 3 mois plus tard, elle a encore un blackout, elle a des bribes, des flashs qui lui reviennent, mais la mémoire est très très incomplète. À tel point qu'elle s'interroge, parce qu'elle retourne dans la brasserie, elle rencontre d'anciens rescapés qui se retrouvent aussi pour tenter le processus de résilience, et elle s'interroge, comment est-ce qu'elle a agi pendant cet attentat? Est-ce qu'elle a juste cherché à sauver sa peau, ou bien est-ce qu'elle a fait preuve de solidarité? Le doute subsiste. Et justement, pour se réconcilier avec elle-même et pour tenter de se réconcilier avec ce douloureux passé, d'une certaine manière, elle va essayer de mener son enquête et de recoller les pièces du puzzle. Voilà la thématique. La réalisatrice Alice Winocourt, qui est aux manettes, c'est un thème qui l'interpellait, non pas qu'elle a été victime, mais son frère était présent au Bataclan lors de la soirée funeste, et elle a correspondu par SMS pendant toute la soirée avec son frère, et donc elle a vu
le traumatisme qu'a provoqué cette soirée dans les yeux de son frère, et elle s'est intéressée justement au processus de reconstruction. Mais ici, au lieu de faire un film didactique avec beaucoup de séances, je ne sais pas, avec des psys ou des séances médicales, non, elle fait un film presque sensitif. D'ailleurs, le titre du film Revoir Paris, c'est comment revenir à la vie, comment se repromener en rue, comment retisser le lien social quand on a vécu une expérience comme celle-là. Et je trouve franchement que Efira, qui a été un peu mise à toutes les sauces, c'est ce qui est très 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 prisé par le cinéma français depuis à peu près 5 ans. Surtout la sauce Verhoeven. Oui, la sauce Benedetta qui était assez piquante. Elle est à la diable. Elle était à la diable, exactement. Qui a été un peu mise à toutes les sauces et qui n'a pas toujours fait des bons choix. Mais on la comprend parce qu'elle a bouffé de la vache enragée pendant 10 ans à jouer des comédies et ce qu'on lui proposait. Et maintenant, on lui propose beaucoup plus de choses. Donc, visiblement, elle est gourmande. Elle a envie de tourner beaucoup de choses. Et ici, elle joue tout en sobriété, en retenue. Et franchement, je la trouve très, très convaincante. Le seul bémol que j'ai sur le film, c'est que Winocourt greffe à cela une sorte d'ébauche d'histoire d'amour, de relations sentimentales avec une autre victime de ce drame qui est jouée par Benoît Magimel. C'était pas indispensable au film. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment cette construction pour remettre en place les pièces du puzzle. Évidemment, Efira, qui était au four et moulin, Carnat, puisqu'elle faisait maîtresse de cérémonie, et donc le film était dans une autre section, c'était pas en compétition, mais donc entre 2 répétitions de cérémonie, elle rencontrait un peu la presse pour défendre ce film, et c'est là que j'ai pu la rencontrer, et évidemment, elle explique pourquoi elle est allée dans un film comme celle-là. Comme celui-là, on l'écoute. Moi, plus que le sujet, c'était le traitement du sujet, c'était que Alice ne s'intéresse pas dans son film à tous les facteurs qui ont fait en sorte que cette atrocité puisse être, mais vraiment pose son regard sur une victime d'attentat et comment continuer d'être vivant après ça. Qu'est-ce que l'irruption de cette chose-là fait à une existence ? Ça, j'ai trouvé ça drôlement beau, oui. Le scénario est très bien construit. Est-ce qu'il suffisait pour construire le rôle, ou vous avez eu envie de rencontrer des familles victimes ou des associations qui s'occupent de ces familles pour voir comment ça se passait, ou bien le scénario a suffi ? Non, j'ai rencontré une personne qui s'occupe de gens qui ont vécu ces traumatismes-là liés aux attentats, pour essayer de comprendre comment des fonctionnements très particuliers du choc de la mémoire traumatique, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cet endroit de souvenirs diffus, comment les choses peuvent se reconstruire, est-ce qu'il faut chercher à se souvenir. Et après, j'ai écouté énormément de témoignages, évidemment, de gens qui s'étaient malheureusement retrouvés dans les attentats et de leur perception du monde. Puis il y avait plein de choses qui ne concernaient pas le film et qui m'ont intéressée, c'est-à-dire comment l'État les aide, comment ils se sentent plus ou moins aidés, comment l'importance de se retrouver entre eux et de pouvoir dialoguer sur ce trauma-là était essentiel, de comprendre les différents niveaux de trauma aussi. Voilà, et après c'était un film où clairement, comme Alice, avec quelque chose de personnel par rapport à ça, la réalisatrice donc, où je voulais me brancher sur elle et sur une manière de faire et de voir. Et c'est vrai que dans sa manière de traduire ça au cinéma, il y avait quelque chose de très particulier qui était finalement pas tellement à comprendre une psychologie personnelle, mais de comprendre aussi vers où le film allait, comment elle essayait elle voulait un personnage qui était là et pas là en même temps. Donc ça obligeait à être d'une sobriété très forte. Presque stylistiquement, j'ai envie de dire, presque de se dire comment on peut être un être humain fantôme et représenter cette chose-là. Justement, par rapport à ça, qu'est-ce qui est le plus difficile ? Est-ce que c'est un film où on a des tartines de dialogue et on doit être dans un rythme, dans une énergie, ou bien jouer justement le dialogue à l'économie, l'intériorité, la souffrance intérieure du personnage ? Qu'est-ce qui vous semble le défi le plus... Je ne sais pas s'il y a une des deux choses qui sont le plus difficiles. C'est toujours une connexion, un branchement qui se fait avec le metteur en scène. Et donc finalement, c'est d'essayer de percevoir où ça se situe, cette chose-là. C'est-à-dire dans cette présence-absence. Parce qu'en présence-absence, il y a aussi présence. Donc à quel moment il y a quelque chose qui s'éclaire ? À quel moment on n'est plus qu'en dialogue avec soi ?
et à quel moment on en sort et j'entends votre parole. C'était trouver cette chose-là et essayer de la comprendre. Parce que sinon, les deux me semblent assez passionnants, quoi. Je dirais même pas que finalement la sobriété est beaucoup plus compliquée. C'est parfois très compliqué aussi, pour moi en tout cas. Je suis, je pense, plutôt quelqu'un qui fait des choses petites. Quand je vais faire dans Benedetta ou dans Bojangles, des choses très extérieures, très sorties et tout ça, je pense que j'aurais plutôt une inclination vers une forme de choses plus retenues. Vous avez le vent en poupe. Est-ce que l'étape suivante, c'est sortir de la culture française, oui. Prendre un coach en anglais, faire comme il fait Binoche Bon, alors déjà le coach en anglais, ça me semble, vu les interviews que je viens de faire en anglais là, où les gens n'avaient l'air de rien comprendre à ce que je disais, ça me semble même impératif. Donc même pas pour une grande carrière américaine, mais déjà juste pour pouvoir répondre aux gens qui ont l'air désespérés de mes réponses. Je pense que ça serait bien. J'ai d'ailleurs promis à l'interview que j'ai fait juste avant vous de dire bon, j'aime plus dire la prochaine fois. When we see the other times, I will be fluent. I promise you. Voilà, tu vois où j'en suis. Donc oui, bien sûr. Oui, mais la carrière américaine, je la vois pas complètement là, quoi. Hein. Pas dans cette vie-ci, dans une autre vie. Plutôt tendance du jardin. Hein. Restons... Ou dans un film muet, par exemple. Restons en France. Voilà, donc à l'affiche cette semaine de Revoir Paris, donc film, je trouve, assez réussi et assez pertinent sur le traumatisme des attentats. À ne pas confondre avec Adieu Paris, récent, un film récent, avec mais seuls ceux qui ont Benoît Poulvord. Seuls ceux qui ont tourné dedans s'en souviennent de Adieu Paris, hein, je vous rassure immédiatement. Ce sont les seuls et leurs familles qui l'ont vu, donc Revoir Paris. Édouard Baird. Revoir Paris, voilà, d'Alice Wiedercourt, première sortie de la semaine. Et je propose, comme Virginie... Ça sort mercredi. Ouais, et comme Virginie n'a pas eu de coupe Volpi à Venise, je propose une bonne coupe de boules. Voilà. Ah, une coupe de boules. Voilà. Deux boules pour Revoir Paris. Ah, voilà. 2 boules. Voilà. Waouh, c'est audacieux. C'est pas mal, hein? Oui. C'est à la diable. Bon, qu'est-ce que vous avez dans votre cabane? Avant de revenir aux sorties cinéma de cette semaine, qu'on va étaler sur aujourd'hui et demain. Oui, parce qu'il y a beaucoup. Il y a beaucoup. On va rester dans le cinéma, mais en faisant un détour par la chanson avec quelqu'un qui se met à la chanson très 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 tard. Charlotte Rampling. Mais il y avait déjà eu une tentative d'album. Elle récitait plutôt qu'elle ne chantait, hein? Il continue à réciter. Ah. En vrai, elle a enregistré, il y a quelques années, un album. Mais attention, un album de récitation de contes d'Andersen en anglais. Ça, c'est un album qui existe, qui est même streamé. Mais il y a eu un album français aussi. Où elle a chanté en français. Ouais. Alors, c'est vous-même qui me l'aviez fait découvrir. Ah oui, il y a quelques mois, c'était une seule chanson. Une seule chanson qu'elle avait enregistrée avec un collaborateur qui a pour nom Léonard Lazary, qui collabore à des spectacles musicaux comme au Crazy Horse. Il fait des bandes son pour des défilés comme Claude Montana, Chantal Thomas. D'accord. Léonard Lazary travaille aussi de temps en temps pour le cinéma. Il a travaillé pour Téchiné, il a écrit des chansons pour Jean-Claude Dreyfus. Voilà, ça vous cite un peu l'univers. Et ensemble, vous avez raison, ils ont enregistré une chanson il y a quelques mois, diffusée d'ailleurs dans 5 heures dans le podcast. Et aujourd'hui, ils arrivent ensemble avec un disque complet, avec un album qui sortira le 19 novembre et qui a pour nom De l'amour, mais quelle drôle d'idée. Elle est juste interprète, puisque c'est une jeune autrice, une autrice, qui a pour nom Elisa Point, qui est dans le circuit depuis un moment, qui écrit les textes. Ce Léonard Lazary compose les musiques, et Charlotte Rampling s'exécute sur un album de 10 chansons, dont on va écouter un premier extrait, sachant que la chanson Via Condotti, qu'ils avaient sorti ensemble il y a quelque temps, ne fera pas partie de l'album. C'était vraiment un galop d'essai. Ici, on est parti sur un disque complet et cohérent. De l'amour, mais quelle drôle d'idée. J'aime bien le titre. C'est Charlotte Rampling. Non, je ne vois pas qui vous êtes. On ne se connaît pas, je regrette. Votre voix, non, je ne suis pas sûr. Mais quelque chose dans votre allure.
Je n'ai jamais été à Fès. Cet été-là, j'étais ailleurs. À Etretat, sur les falaises, si loin de vos histoires de cœur. Les villes d'eau, les lacs italiens, oui, mais sûrement pas avec vous. Cette fête au casino d'Anguin, peut-être j'avais un chagrin fou. Je me sauve, ne m'en voulez pas. Si je m'esquive avec le soir, désolé, il fait un peu froid. Et pour l'heure bleue, il est trop tard. Je pars là, dans l'autre direction. Un taxi déjà tombe la nuit. Vous avez l'air en perdition. Des souvenirs que l'on oublie. Si seul dans le soir sans mémoire, non, pas question de se revoir. On irait où ensemble? Nulle part. Pour moi et vous, pas de revoir. La dernière fois? Quelle dernière fois? Ah, avenue de l'Opéra. Ce rendez-vous. Ce n'était ni vous, ni moi. Je me sauve, ne m'en voulez pas. Si je m'esquive avec le soir, désolé, il fait un peu froid. Et pour l'heure bleue, il est trop tard. Je pars là, dans l'autre direction. Un taxi déjà tombe la nuit. Vous avez l'air en perdition, des souvenirs que l'on oublie. Les mots d'amour sont des passants. N'insistez pas, ça me fait rire. Oui, tout s'en va avec le temps. C'est une des lois de l'avenir. Oui, tout s'en va avec le temps. C'est une des lois de l'avenir. Votre voix, non, je ne suis pas sûr. Mais quelque chose dans votre allure. On ne se connaît pas, je regrette. Non, je ne vois pas qui vous êtes. Non, je ne vois pas qui vous êtes. C'est le titre de la chanson. Personnellement, mais évidemment, je suis influencé par mon admiration pour la carrière de Charlotte Rampling. Je préfère quand Charlotte Rampling récite que quand c'est Grand Corps Malade. Oui, j'allais dire, Grand Corps Malade a des soucis à se faire. Hein. Moi, je préfère... Je trouve son grain est plus intéressant que celui de Grand Corps Malade. Elle finit par chanter, on l'entend sur la fin, elle chantonne. Et c'est marrant parce que vous évoquiez cette tentative il y a quelques mois, et je me souviens... dans Oui. ma mémoire embrumée, que vous m'aviez fait découvrir une autre tentative, et c'est une tentative qui est totalement passée inaperçue, mais déjà, ça date de 2010, avec un certain Jean-Pierre Stora à l'époque. Donc, régulièrement, visiblement, elle inspire du monde, elle dit « allez, oui, pourquoi pas », et puis elle retourne à sa carrière cinématographique, quoi. Donc, alors qu'elle avait une usine à musique à portée de main pendant des années. Ah oui. Quelque part. Mais on en parlera peut-être après avoir évoqué un deuxième film, une deuxième sortie de la semaine. Donc son album pour les amateurs sortira le 19 novembre. Alors, autre film français qui sort cette semaine-ci, Canaille au pluriel, avec un trio de personnages. Au départ, un casque qui tourne mal. Antoine, joué par François Cluzet, truand, blessé à la jambe, parvient à se traîner, à traverser une petite forêt et arriver dans une banlieue avec des petites villas modestes, et il parvient sans difficulté à s'introduire dans cette villa, et cette villa est le propriétaire, c'est Elias, qui est un timide et solitaire professeur d'histoire dans un lycée voisin, qui est joué par José Garcia. Évidemment, rencontre entre un truand fort en gueule avec une vraie personnalité et un type qui a un petit peu peur de lui-même, qui est assez timoré, donc cet Elias, s'instaure des rapports à la fois de domination, mais aussi d'admiration, voire de complicité entre ces deux solitudes. Et pendant que cette relation entre ces deux hommes, celui qui est presque forcé de cacher le truand et l'autre qui essaie de soigner sa jambe tant bien que mal, mais pendant ce temps-là, l'enquête sur le casse évolue, et cette enquête est menée par une femme flic, Lucie, jouée par Dora Tillier. Donc, c'est à la fois un film d'intrigue et un film de personnages. Et je me suis dit, pendant tout ce film, il y a quand même un petit côté
bracassé, façon Fargo, comme ça. On n'a pas l'impression qu'on est dans une inspiration française. C'est pas du gros comique de situation. On est beaucoup plus dans une tentative de dessiner des personnages qui ont provoqué une situation qui les dépasse. Voilà. Et en fait, je ne savais rien du film. Vous savez que je me renseigne toujours après coup pour essayer de travailler avec le moins d'a priori possible. Et ce parfum anglo-saxon ne vient pas de nulle part parce que c'est l'adaptation francisée justement d'un polar d'un certain Ian Levison dont Cluzet a acheté les droits. Et le bouquin, publié en 2005, s'appelait Une canaille et demie, se déroulait aux USA, donc ils ont dû changer certains codes. Ils sont pas les premiers à faire ça, hein. Tavernier l'a fait à de multiples reprises, mais ils ont gardé cette espèce de tonalité d'humour noir désenchanté qui fait que l'intrigue finalement apparaît un peu comme un prétexte pour la rencontre entre les personnages. Et c'est pour ça que ça sort, l'affiche est absolument nullissime, l'affiche on sent que les producteurs ont dit « Et là !» Et là-bas, comment est-ce qu'on va positionner cette comédie qui n'est pas vraiment complètement une comédie ? Allez, on va faire une affiche de potes et donc on a l'impression d'être dans le nouveau Cadmerade. Enfin, alors que le film justement est franchement un peu au-dessus de ça, mais n'est pas non plus totalement. Vous voyez, hein, l'affiche y a tromperie sur la marchandise. Cluzet s'est fait le look du dude. Oui, oui, tout à fait. Et il surjoue moins que dans ses films précédents parce qu'il joue plus carré. Par contre, je trouve que José Garcia, qui est quand même une grande carrière ratée, qu'est-ce que ce type a du talent. Souvenons-nous dans le coup près de Costa Gavras, dans un rôle dramatique, combien il était formidable. Je ne sais pas. Est-ce qu'il a un très mauvais agent ? Est-ce que il ne lit pas les scénarios ? Mais quel talent gâché alors qu'il en a, quoi. Toujours se méfier des affiches de films où il y a un canapé avec des gens un peu mal assis dedans. Mal assis, avachis, assis sur les accoudoirs, assis sur le dossier, assis de dos. Voilà. Donc je dis pas du tout que c'est extraordinaire, mais au moins il y a une tentative d'autre chose. Et Dora Tillier, qu'on a vu naturellement dans les films de son compagnon de l'époque, Nicolas Bedos. Comment de l'époque ? Oui, hein, de l'époque. Terminada la Fiesta, oui. Terminada la Fiesta. Oui. Ah, oui. Eh bien, donc, Dora Tillier qu'on a vu. On a ça dans Radio Bouton. Le nouveau compagnie créole Terminada la Fiesta dans le remix de Patrick Sébastien. Et donc, Dora Tillier qu'on a vu entre autres dans La Belle Époque où elle était formidable, ici joue la femme flic avec pas mal d'abattage. On sent que cette actrice n'a certainement pas encore tout donné, donc bon trio, vraiment des bons éléments, mais voilà, il manque. C'est réalisé par un certain Christoph Offenstein qui a à peu près fait à peu près tout au cinéma, enfin beaucoup de choses, de la production, de la seconde équipe, du scénario. Il lui manque le petit supplément de style pour que ce soit vraiment complètement emballant. Mais donc c'est quand même beaucoup moins affligeant que l'affiche ne laisse prédire, et c'était au moins une tentative de faire autre chose avec, je le souligne, un excellent José Garcia, à qui on a fait une petite coiffure. Oui, tout à fait épatante. Oui. Le coiffeur s'est déchaîné, tant avec Cluzet qu'avec José Garcia. Beaucoup d'efforts. Il s'est déchaîné. Ouais. Donc on donnera une glace à une boule pour ce canaille. Donc, mon cher Hugues, je serai de vous Terminada la Fiesta. Je dépose parce que, à part la Fiesta à Terminado, je ne trouve aucune chanson de Terminada la Fiesta. On va la faire. On va la créer, il n'y a pas de problème. Il faut la faire. Sur scène, lors d'une prochaine COD. Terminada la Fiesta. A cappella, avec un orchestre de mariachi. Très, très volontiers. Comme ça, on pourrait couler le poulet à la diable. On dirait que c'est du poulet de Chili à la Mexicana. Voilà. Et il sera Terminada. Et l'affaire est emballée. On Terminadara le polenta. Non, le poulet, je sais plus comment on dit. Alors, écoutons plutôt Pollo. Pollo. Le pollo. Oui. Terminada le pollo. C'est quoi ça ? C'est de la musique électro. Oui, on vient. Charlotte Rampling ne va pas chanter dessus. Non, mais elle aurait pu. Puisqu'on écoute Jean-Michel Jarre. Alors, je vous expliquais il y a quelques jours, et je renvoie aux épisodes précédents, que Jean-Michel Jarre s'apprête à sortir un album qu'il avait commencé à écrire avec Pierre Henry. Oui. Voilà. Brutalisme. Oui.
Mais voilà que ce titre, qui est arrivé avant l'album, vient d'être retravaillé par Martin Gore de Dépêche Mode. Donc on a ici une association de dingues. On a Pierre-Henry, Jean-Michel Jarre et Martin Gore. Oh là, ça c'est une triple couche. Et donc en écoutant ça ce week-end, je me disais, Fletch qui a Terminada la Fiesta, et si on pourrait imaginer Dépêche Mode avec Dave Gahan, Martin Gore et Jean-Michel Jarre. Moi, j'adore cette idée. Ah oui. J'adore l'idée. Ah oui. Est-ce qu'il mangerait également des bananes sur scène, Jean-Michel Ah non Jarre? Non, mais je pense que les autres... Fletch qui mangeait des bananes sur scène. Fletch, il mangeait des bananes sur scène, paix à son âme. Non, je pense qu'en fait, Jean-Michel Jarre serait au martinet avec les deux autres. Il aurait fallu une voix dessus quand même ici, pour mettre encore une quatrième couche. On est plutôt dans les expériences solo de Martin Gore, ouais. Qui sont instrumentales, sauf quand il enregistre des albums où il y chante, mais alors c'est des reprises. Voilà, pour la suite, je vous renvoie sur les plateformes. Je suis toujours pas fasciné par ces types qui continuent à bidouiller. J'adore. Ah, ça, je sais. Donc Jean-Michel Jarre, Martin Gore et quelque part l'ombre du parrain, Pierre-Henry. Ouais, l'homme de Messe pour autant présent. Voilà, rappelons-le. Autre sortie cinéma. Oui, troisième sortie. J'ai décidé de faire la théma cinéma français aujourd'hui, puisque on sait bien qu'ils ont énormément produit et il faut que ça sorte. Et demain, cinéma pas français. Cinéma pas français. Comme ça, les vaches sont bien gardées. Et autre cinéaste qui était présent à Cannes hors compétition et autre comédienne tout aussi stakhanoviste que Virginie Efira, je veux parler de Sandrine Kiberlin. Je sais pas quand elle arrête. Qui chante aussi. Elle s'est un peu calmée, hein, mais elle a réalisé un film, Une jeune fille qui va bien. Chanter du fado. Non. Ah non, ça c'est Agnès Jaoui. C'est Agnès Jaoui. Non. Elle chantait de là. Il y en a une qui faisait du flamenco et des claquettes aussi. Non, ça c'est l'autre. Ça c'est Clémentine. C'est Clémentine Célarié. Vous voyez que je suis, hein. Et là, pour m'en souvenir, très honnêtement, je me desserre d'une glace à une boule. Sandrine Kiberlin qui joue de l'harmonica sur une râpe à fromage. Donc, Sandrine Kiberlin est face à Vincent Macaigne dans le nouveau film d'Emmanuel Mouret. Et le film s'intitule Chronique d'une liaison passagère. Ça parle de quoi? Eh bien, ça parle d'amour, évidemment, et de liaison passagère. D'un côté, une mère célibataire, Sandrine Kiberlin, et de l'autre côté, un homme marié, Vincent Macaigne. Et il décide au départ, c'est du marivaudage, ils apprennent à se connaître, et puis ils veulent que cette histoire reste légère et que dès le départ, il ne soit pas question pour l'homme de quitter sa femme, mais de vivre des moments à la fois de conversation et de batifolage, mais sans peur du lendemain, sans peur de l'engagement. Et évidemment, ce qui intéresse de Emmanuel Mouret, c'est la célèbre phrase le cœur a ses raisons que la raison ignore, voilà. Et que est-ce qu'on peut délibérer qu'une liaison puisse être sans trop de conséquences, puisse rester une succession de moments suspendus. C'est du Romer. C'est le problème. Enfin, c'est le problème. En même temps, Romer n'est plus là pour faire du Romer, donc c'est que effectivement, sans tomber dans l'étiquette facile, Emmanuel Mouret prolonge d'une certaine façon le cinéma de Romer, dans la mesure où c'est extrêmement dialogué parfois à la limite de l'artifice, dans le sens où c'est très littéraire, qu'il faut évidemment des comédiens particulièrement balèzes pour que ça fonctionne. Je trouve que Kiberlin, je dis pas qu'elle peut tout jouer, mais elle est parfaitement à l'aise dans le registre. Je suis beaucoup moins convaincu par Macaigne, qui pour moi a un registre assez limité, et surtout
moi, la principale réticence que j'ai eue par rapport au film, c'est justement quand on se repose tellement sur les dialogues et sur l'alchimie des acteurs, il faut a priori croire à cette histoire. Et je n'ai pas beaucoup cru à l'alchimie du couple, même si chacun fait ce qu'il doit faire et joue sa partition. J'ai pas eu l'impression qu'il jouait toujours la même. Voilà. Et c'est la réticence que je peux avoir. Quant à Mouret, cinéaste très discret au demeurant, hein. C'est pas un cinéaste qui fait la une des magazines People tous les 2 jours. Il fait son film tous les 2 ans et il creuse le même sillon depuis une 20aine d'années avec parfois des jolies surprises. Il a donné des très beaux rôles à Émilie Dequesne, à Camilla Jordana, même à Danny Briand qui a brillé dans un de ses films. Donc il offre du bon grain à moudre à ses acteurs mais c'est vraiment la tradition du cinéma français ultra dialogué. Est-ce que c'est pour autant du théâtre filmé? Non, parce que ce sont comme c'est une liaison qui fonctionne en plusieurs chapitres, ça fonctionne dans des endroits différents, il y a une sorte de vagabondage amoureux, donc c'est malgré tout du cinéma, mais personnellement j'ai un petit peu de lassitude. Alors nous connaissons des adages de 5 heures, la même chose, oui, si c'est du bon, la même chose, et c'est vrai que c'est la même chose cohérent dans l'œuvre de Mouret, simplement c'est un registre où il a un tout petit peu tendance à se répéter parce que la carte du tendre n'est quand même pas aux possibilités infinies, quoi. Voilà. Donc d'autant qu'il est très hétéronormatif. Je ne connaissais pas cet adjectif. Il est très hétéronormatif et je me demande comment il arrive encore à trouver des financements pour faire ses films en étant aussi hétéronormatif. Ah oui, vous voulez dire. Mais enfin, il est français. Oui, et c'est quelque part un garant d'une certaine qualité française, entre guillemets. C'est des films qui, comme les films de Rohmer, peuvent fonctionner à l'exploitation avec une montagne de sous-titres, hein. mais ça. Oui, ça cause, participe... mais ça cause bien. Ça cause bien. Voilà. Donc ceux qui sont fans de ce cinéma-là, de cette espèce d'exploration, récurrente de ce qu'on appelait la carte du tendre, eh bien, il y a Chronique d'une liaison passagère avec, je dis Kiberlin qui est staccanoviste, mais il faut dire son talent est quand même d'imposer un naturel à des dialogues qui ne le sont pas forcément. Et ça, quand même chapeau. Il y a du savoir. Quand même chapeau, quoi. Voilà. Donc, 3e sortie française de la semaine. Une boule. Une boule. Les 2 boules, je les réserve pour le film sur les attentats, à savoir Revoir Paris. En tout cas, pour aujourd'hui. Et d'autres films demain. Dans tous les cas. Voilà. Alors, j'avais envie de signaler aujourd'hui le retour d'un groupe que je trouve courageux, résilient. Oui, parce qu'ils ont de la suite dans les idées. C'est la théma de la résilience ce soir. Oui. Des gens qui s'accrochent et qui se disent, voilà, c'est comme ça et pas autrement. Et au bout du compte, je parle de Simple Minds. Au bout du compte, là où tout le monde déserte, on a entendu les Tudor Cinema Club la semaine dernière qui commencent à faire de l'électro, qui savent plus trop quoi. En dehors des groupes de stade qui viennent avec des camions de kérosène ou qui jouent des 360 tours ou voilà. Eux ils sont là et ils continuent à faire leur job. Ils sont pas perdus en route, en tout cas. Peut-être que la route était pas forcément la bonne à un moment donné. Ils étaient plutôt sur un échangeur que sur une 4 bandes. Mais voilà, ils ont quand même trouvé le moyen de se remettre sur la route, et finalement cette espèce de ténacité, cette obstination force quelque part le respect. Donc ils arrivent avec un album Mais est-ce que leur retournée où ils ont rejoué entièrement New Gold Dream ne leur a pas redonné non pas une nouvelle jeunesse, mais en tout cas les a réconciliés, a provoqué une réconciliation. Je pense que ces gens ont repris du plaisir à faire de la musique et à jouer ensemble, ce qui n'était pas le cas depuis longtemps. Quand je dis ensemble, c'est Jim Kerr et Charlie Burchill. Ils habitent tous les 2 en Sicile, donc l'album a été écrit, enregistré en Sicile. Ils sont quasiment voisins. C'est assez amusant de voir que ces types qui sont amis d'enfance depuis l'école maternelle, il y en a un qui va habiter en Sicile et l'autre le suit et ils continuent à faire de la musique ensemble. Mais aujourd'hui, Simple Minds, dans le sens le plus large, c'est un groupe élargi avec 6 membres, 7 même, dont 3 filles qui ont intégré le groupe. Et ils vont bientôt partir en tournée avec un nouvel album qui a pour nom Direction of the Heart. Et Jim Kerr disait à propos de cet album, qui est considéré par la presse britannique comme étant leur meilleur album depuis 30 ans.
Donc c'est quand même pas rien. Donc c'est un album qui est quand même relativement attendu et qui risque peut-être, contre toute attente, de créer une belle surprise pour Simple Minds et les fans qui les attendent encore quelque part. Il se dit, mais Jim Kerr, comment faire un disque électro-rock qui fait du bien aujourd'hui alors qu'on vit des moments pas du tout évidents? C'est sans doute le défi qu'on s'est mis en enregistrant cet album, sur lequel il y aura, mais il n'est pas encore disponible, un duo, en tout cas une collaboration avec les Sparks, qui se retrouvent aussi un petit peu partout. On écoute un extrait. Oui, voilà, religieusement. L'album sortira le 21 octobre. First You Jump, Simple Minds, le millésime 2022. Et tant qu'on est à parler de musique et de cinéma, une fois n'est pas coutume. Voilà. Non, je me permets de pointer un documentaire créatif, apparemment plein d'images inédites, sur David Bowie, qui s'appelle Moonage Daydream. C'est signé Brett Morgan. Donc c'est pas un biopic, c'est vraiment un documentaire. Avec des collages d'images, d'archives. C'est apparemment, il y a des fans de Bowie, enfin des spécialistes de Bowie qui l'ont vu. Moi, je ne l'ai pas vu et je ne suis pas spécialiste de Bowie, qui en sont sortis ravis. Et on peut signaler que dans la foulée, Ciné Flaget va proposer un cycle une théma sur des films autour de Bowie. Parfois, ça va chercher loin, mais en attendant, c'est intéressant. Voilà. Dans les parallèles, je veux dire. Avec la sortie de ce documentaire mercredi sur David Bowie. Moonage Daydream. Merci à Vincent Van der Venet. On va se quitter avec... Je pense que c'est à l'insu de leur plein gré. Oups, ils l'ont pas fait exprès. Les membres de Roy Xob sont arrivés avec un nouveau titre. Là, ils font de la musique évidemment électronique et instrumentale, mais écoutez, si cette intro vous fait penser à quelque chose de familier, qui est très dans l'air du temps.
Kate. qui run sur la colline. Il y a un peu de Running Up That Hill. Kate Bush qui est mise à toutes les sauces. Il y a des reprises, même de la jeune chanteuse transgenre Kim Petras. Moi, je crois qu'elle va devoir même songer à déménager. Parce que si ça se trouve, elle va avoir des bouquets de fleurs devant sa propriété. Mais EMI, donc Warner, ressort très officiellement le single Running Up That Hill dans toutes sortes de formats ces jours-ci pour surfer sur la vague, évidemment, du regain d'intérêt autour de la chanson. Oui, parce que pour l'instant, il ne faut pas trop lui demander des nouveautés. Parce que pendant le Covid, elle a fait du binge-watching, elle a regardé des séries à donf et elle a mangé les confitures faites maison. Mais voilà, et tant mieux pour elle, si elle est très très heureuse comme ça, elle a déjà bien donné. Oh là là. Voilà, et c'est de qui cet orchestre? C'est les Norvégiens de Röyksopp. Oui, on continue sur la Norvège. D'accord. Je sens que du côté flamand, ça coince un peu après l'histoire Oscar and the Wolf. Donc je vais plutôt m'orienter vers la Norvège. Je sens que là, pour l'instant, il y a une ouverture. D'accord. Je parle de mon expatriement. Votre exfiltration. Votre exfiltration. Röyksopp, on se retrouve demain ? Très très volontiers. Et donc pour la suite des sorties cinéma et d'autres découvertes musicales. Absolument. Très bonne soirée.